On a des bons jeux. Ah oui, ça c'est intéressant. Ouais. On se fait un pile ou on attend peu? On attend. Ouais. Je te donne une minute. Ouais, ça marche. Attends, on va se connaître. Ouais. Une minute. Une minute? Ouais. On attend que les gens se connectent un petit peu. Ça augmente de toute façon. Bon, parfait. On a plein de bonjours. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence sur le thème « Imaginez aujourd'hui le commerce de demain ». Alors, je me présente, Alexia Hervé, responsable du service développement économique à l'UDEAC Communauté. Avant de débuter cette conférence, en premier lieu, il est important de vous rappeler que les élus de l'UDEAC Communauté vous soutiennent pleinement dans la situation que vous traversez tous actuellement, compte tenu du contexte sanitaire. Pendant cette période, d'ailleurs, diverses mesures ont été mises en place par la collectivité. Et parmi elles, rappelons notamment que l'ensemble des communes qui composent l'UDEAC Communauté ont souhaité créer en mai dernier un dispositif donc appelé le Pass Commune Solidaire, qui est en vigueur, je le rappelle au passage, aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. À ce jour, ce sont 250 entreprises qui ont pu être soutenues à travers ce dispositif. Et pour compléter ces divers accompagnements, nous souhaitions vous proposer aujourd'hui à vous, entreprises du territoire, une conférence animée par David Lestou du cabinet Lestou et Associés. Voilà, très bonne conférence à tous. Bonjour à tous, donc, je suis Charlène Huby, chargée de mission commerce et artisanat au sein de l'UDEAC Communauté. Effectivement, l'UDEAC Communauté a décidé de vous proposer ce format de conférence pour aborder une réflexion sur le commerce. Il est vrai que depuis quelques années, on constate des changements de consommation. Je pense qu'il est important de les comprendre et de les analyser. J'espère que lors de cette conférence, vous pourrez trouver des outils, mais aussi engager des pistes de réflexion dans vos entreprises. Sachez que si vous avez des questions lors de la conférence, vous pouvez les poser. Alors, pour ceux qui sont en version, qui suivent la conférence sur ordinateur, vous avez un encart à droite de l'écran où vous pouvez vous poser vos questions. Pour ceux, par contre, qui sont sur version mobile, je vous affiche un numéro de téléphone que vous pourrez, auquel vous pourrez envoyer des SMS. Je vais le laisser afficher. Et autrement, bien entendu, la vidéo, vous pourrez la revisionner durant quelques temps après. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne conférence et je vais laisser la parole à Monsieur Lestou. Merci. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, le sujet est vaste aujourd'hui puisque on va aborder en pleine période de crise, alors que vous, en tant que chef d'entreprise, vous vivez, et moi je le suis chef d'entreprise aussi, donc je sais ce que vous vivez aussi, des difficultés, des stress importants. Mais on va essayer de faire le pari ce matin, de prendre le temps
de faire un pas de côté, d'avoir un temps de respiration pour essayer d'imaginer quels sont les grands défis à relever pour le commerce de demain. Parce que moi, je fais des conférences en France, aussi dans différents pays européens. Et puis au quotidien, on accompagne, nous, des villes sur la relance du commerce, sur la restructuration des centres-villes, un peu partout en France. Et il y a un an, lorsque j'animais ce type de conférence, je disais, voilà, on a un changement de modèle commercial colossal qui va arriver dans les 3 ans, 5 ans qui viennent, et il va falloir d'ores et déjà s'y préparer. Puis, la réalité, c'est que la crise sanitaire, eh bien, elle est venue encore accélérer ce changement de modèle. Alors, face à la crise sanitaire, il y a 2 sujets. Il y a le sujet de ce que j'appelle le rebond défensif, c'est-à-dire être capable, et c'est ce que active l'UDEAC Communauté, ce qu'active la région aussi pour vous aider à vous sortir de cette période difficile. Ça, c'est le rebond défensif. Et puis, il y a le rebond offensif, qui est de se dire, crise sanitaire ou pas crise sanitaire, il va falloir qu'on travaille en matière d'innovation, parce qu'il y a des changements considérables qui vont arriver. Et la crise sanitaire, elle a joué un rôle d'accélérateur. C'est-à-dire que, quand je reprenais moi mes conférences d'il y a un an, on disait, tiens, tel sujet, ça va émerger dans 3 ans. Eh bien, tel sujet ou tel sujet, il n'a pas émergé dans 3 ans. Avec la crise sanitaire, il a émergé dès le mois de septembre. C'est-à-dire que la crise sanitaire a joué un rôle d'accélérateur des transformations du commerce et des modes de consommation, qui équivaut à peu près, ces 3 mois de crise sanitaire dans un premier temps, et puis ce qu'on vit maintenant, ça a finalement joué un rôle d'accélérateur comme si 3 ans de changement de consommation avaient eu lieu. Et finalement, le défi de cette conférence, et je vais chercher à partager le document que je vais vous présenter, eh bien, le défi de cette matinée, c'est effectivement d'aborder ces grands changements, d'aborder finalement comment on peut imaginer aujourd'hui le commerce de demain avec des choses très simples, avec des choses qui vont nous entraîner dans de l'innovation, mais aussi avec beaucoup de bon sens, et toujours en faisant une chose qui est pour nous essentielle au sein de l'agence que j'ai créée depuis quelques années, c'est de remettre au cœur de la réflexion les usagers, les consommateurs, les modes de vie, et de regarder les gens près de chez vous tels qu'ils sont, et pas de faire la grande théorie sur plein de sujets. Alors, on va l'aborder en 2 temps, ce sujet d'imaginer le commerce de demain. On va regarder déjà depuis 10 ans, qu'est-ce qui change progressivement en matière de commerce, parce que faire de la prospective, c'est regarder ce qui va se passer demain, mais faire de la prospective, c'est aussi regarder les choses les trajectoires qui se sont engagées depuis quelques temps. Et puis, dans un deuxième temps, on ira saisir ce que j'appellerais, moi, les 5 marqueurs de la transformation du commerce. Et puis, on essaiera de se projeter. Donc, moi, je vais intervenir pendant 40 minutes. Je suis bavard, j'essaierai quand même de maîtriser le timing. Et puis, on se gardera le temps qu'il faut pour répondre à vos questions par la suite. Est-ce que vous voyez bien le document? Charlène, oui. Il n'y a plus de son. Oui, Charlène. On voit bien le document. Bon, parfait, très bien. Alors, pourquoi tout à l'heure je vous parlais de changement de modèle commercial? On va prendre un truc très simple, pour comprendre le changement de modèle commercial, on va regarder l'évolution du commerce depuis 10 ans, et que ce soit en centre-ville ou en périphérie. En centre-ville ou en périphérie, on voit bien qu'il y a un phénomène qui apparaît à peu près partout en France, si ce n'est partout en France. On a une augmentation du taux de vacances du commerce, c'est-à-dire du nombre de commerces vides. Alors, c'est vrai dans les centres-villes, et moi qui ai travaillé et rédigé pour le ministère un programme, le programme Action Cœur de Ville, c'était le point de départ. Pourquoi il y a autant de cellules commerciales vacantes? À peu près 13% des cellules commerciales qui sont vacantes dans les centres-villes de petite taille et les centres-bourgs, qui est notre cœur de métier au sein de l'agence. Mais en fait, on voit que ce système de taux de vacances qui progresse, il progresse aussi dans les zones commerciales de périphérie, puisque on est passé en quelques années de 2% de taux de vacances il y a 5 ans dans les zones commerciales de périphérie à 8,5%. Donc ça veut dire qu'on voit bien que la problématique du commerce de demain, c'est plus seulement l'opposition centre-ville-périphérie, l'opposition grand commerce, petit commerce, mais c'est globalement un changement de mode de vie, un changement de mode de consommation qui vient même bousculer le modèle de la périphérie, où on a fait souvent un peu n'importe quoi d'ailleurs, le modèle de la périphérie qu'on a commencé à imaginer il y a 30 ans ou il y a 40 ans.
Donc il y a un vrai changement de modèle, ça secoue dans tous les sens. Vous avez vu des grosses enseignes, tiens, prenez un exemple très simple, le groupe Auchan. Le groupe Auchan, il y a 10 ans, il faisait 1 milliard d'euros de bénéfices et l'an dernier, ils ont fait 1 milliard d'euros de pertes. Donc même les gros mastodontes de la distribution se retrouvent confrontés à des modes de vie qui changent et des modes de consommation qui changent. C'est ce qu'on va chercher à expliquer, vous allez voir très simplement tout à l'heure. Donc, des modes de vie qui changent, et puis si on regarde d'ailleurs, suite à la première période de confinement, quels ont été les grands gagnants de la reprise ou on va dire de l'organisation du commerce après la période du premier confinement? D'ailleurs, c'est assez instructif. Qu'est-ce qui a bien marché pendant le dernier confinement et après? Les marchés, justement. Les marchés non sédentaires ont connu une progression extrêmement forte. Donc c'est un signe. C'est un signe aussi d'une autre forme de consommation, de la volonté du consommateur de retrouver peut-être des produits différents, et puis aussi d'être en plein air pour des questions de sécurité sanitaire. Qu'est-ce qui a tiré profit de la crise sanitaire? Bien, les supermarchés. Alors, je ne sais pas les supermarchés par rapport au petit commerce, mais les gros hypermarchés, comme vous avez par exemple Carrefour, à Langueux, ou les gros hypermarchés qu'on peut trouver, bah, ces hypermarchés, tout ce qui fait plus de 5000 m² de surface de vente est en difficulté. C'est-à-dire perdre de la part de marché, c'était déjà engagé depuis 5 ans, et puis ça continue. Par contre, les formats plus petits, plus proches des centres-villes d'ailleurs aussi, bah, fonctionnent mieux. Ça, c'est un vrai changement. Ce qui a aussi explosé et qui explose quand on regarde les chiffres de septembre-octobre très net, c'est ce que j'appellerais moi les hyper-discounters, c'est-à-dire ceux qui font du bas prix plus bas que bas. Je pense à Action, je pense à Ziman, je pense à des enseignes comme La Foire Fouille, alors là, qui ont complètement surfé sur des baisses de pouvoir d'achat qu'on verra tout à l'heure. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui a aussi poussé en termes de consommation? Bah, tous les commerçants, moi j'en connais. Ici, je vous parle de Lamballe, parce que le siège est à Lamballe, mais on a aussi une agence à Paris. Je vois, moi, ici, des commerçants qui ont misé sur l'authentique, le terroir, qui s'en sortent extrêmement bien. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a deux trajectoires en sortie de crise. Il y a de la trajectoire moins chère, mais la trajectoire aussi plus qualitative. Et les deux ne s'opposent pas et sont complémentaires. Qu'est-ce qui a explosé aussi en sortie de crise? Le drive. Alors ça, c'est interpellant. Parce que moi, je pense, et on va le revoir tout à l'heure, que je le disais déjà il y a un an, que les 10 prochaines années vont être marquées par une inversion de la consommation. Ça fait 30 ans qu'on est dans le système de libre service, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui vient dans le point de vente, qui prend les produits, qui les met dans son cabas ou dans son caddie, qui les met dans sa voiture et qui repart chez lui. Je pense qu'on va arriver sur quelque chose où le consommateur il a envie de simplifier cette logistique, et le drive et la livraison à domicile va aussi certainement être un sujet qui va s'accélérer dans les années qui viennent. Et puis, 6e format qui a vraiment tiré profit de la crise sanitaire, c'est ce que j'ai appelé les commerçants innovateurs et les commerçants multicanal ou multicanaux. Les innovateurs, c'est ceux qui ont des concepts marchands très différents, des commerces hybrides, où on fait du prêt-à-porter, et pourquoi pas en même temps on organise de temps en temps des after-work, des petits concerts, de l'animation. Mais les innovateurs, c'est ceux aussi qui vendent en ligne et en magasin. Donc finalement, tous ceux qui ont été dans l'innovation s'en sont sortis. Globalement, ceux qui ont été le plus en difficulté, c'est déjà lorsque le modèle, le concept marchand était un petit peu en fragilité. Donc, on voit bien que tout change, que la crise a accéléré les tendances qu'on vient de voir, qu'il y a des typologies qui émergent. Et puis le sujet, c'est de voir pourquoi ces typologies ont émergé. Et si on fait un petit pas en arrière, et nous, quand on regarde les chiffres, on voit bien que depuis 10 ans, il y a une transformation du commerce qui est en. Alors, on va l'expliquer par 5-6 phénomènes, vous allez voir assez rapidement. Première transformation, c'est ce que j'appelle le décrochage quantitatif. Ici, vous avez des chiffres qu'on a sortis, une analyse au niveau national sur les territoires en dehors des métropoles, en dehors de Paris, en dehors de Nantes, etc. Bon. On a regardé comment le commerce avait évolué sur les territoires. Et en rouge, vous avez la courbe d'évolution des mètres carrés commerciaux, c'est-à-dire mètres carrés de grande surface, mètres carrés de commerce de centre-ville, mètres carrés de commerce qui se mettent sur les ronds-points, etc. En 2008, on était sur un indice 100. Et si on regarde l'évolution des mètres carrés, en 2016, 2017, 2018, consolidé 2020, on arrive à un indice 126. Ça veut dire que en France,
les mètres carrés commerciaux ont augmenté de 26% ces dernières années. Et la population, qu'est-ce qu'elle a fait dans le même temps? Vous voyez la courbe bleue, la population, elle n'a cru que de 2,6%. C'est-à-dire que les mètres carrés commerciaux ont augmenté 10 fois plus vite que la population ces 10 dernières années. Le pouvoir d'achat, lui, il est resté stable, parce que finalement, si le pouvoir d'achat avait progressé, eh bien, il y aurait eu un système d'amortissement des créations comme ça se passait dans les 30 Glorieuses, dans les années 70-80. Mais là, on a eu une explosion des mètres carrés commerciaux, j'insiste, hein, tout type de commerce. Il y en a peut-être moins dans les centres-villes, il y en a un peu plus en périphérie, il y en a de plus en plus aussi sur les trajets domicile-travail, sur les ronds-points, le long des axes d'entrée des villes, etc. Et que finalement, on a ce que j'appelle un décrochage quantitatif, parce que c'est la première fois depuis que l'urbanisme commercial existe en France, c'est-à-dire depuis 1960, que l'on a une telle différence entre croissance de population et croissance des mètres carrés. Donc ça veut dire qu'on a eu une concurrence, que l'on a une concurrence plus forte que jamais, et dans une concurrence plus forte que jamais, il n'y a pas 36 solutions pour s'en sortir, c'est l'innovation, c'est-à-dire innover, changer, s'adapter aux nouvelles pratiques de consommation, parce que si on fait la même chose qu'hier, c'est sûr que lorsqu'il y a de plus en plus d'offres, on peut être en difficulté. Et ça, c'était des trajectoires qu'on voyait avant la crise sanitaire et qui forcément s'accélèrent après. Et puis, deuxième phénomène qui ne vous a pas échappé, parce que avant d'être commerçante et commerçant, vous êtes aussi consommatrice et consommateur, c'est que en même temps qu'on n'a jamais construit autant de commerces supplémentaires en France, eh bien, le consommateur, qu'est-ce qu'il a fait? Le consommateur, il s'est mis à consommer de moins en moins dans les commerces qu'on construisait, puisque le digital a explosé. On va prendre juste un exemple. Vous avez là les chiffres arrêtés à fin 2019 sur la consommation en digital. Bon, on va prendre sur le premier tableau, là, l'habillement. 14,7% de part de marché du digital sur l'équipement de la personne, chaussures, etc., vêtements. 10 ans auparavant, l'équipement de la personne en digital, c'était la Redoute, les Trois Suisses, ça pesait 1%, 14,7%. Et puis si on prend les chiffres de septembre-octobre, c'est plus 14,7%, c'est 18% de part de marché pour le digital. Ça bouscule. Donc ça veut dire que le sujet de demain, c'est aussi de se dire, qu'est-ce qui fera que mon centre-ville, mon centre-bourg, l'aménagement de mon point de vente, l'expérience client que je vais proposer dans mon point de vente donnera envie au consommateur de bouger ses fesses du canapé où il peut commander en ligne pour revenir dans le commerce physique. Et bien ça nécessite aussi de réfléchir quel supplément d'âme on peut apporter, quelle valeur ajoutée on peut apporter. Et puis, je tiens à le dire, on fait souvent le résumé, en tout cas un résumé un peu hâtif de dire oui, le digital, les gens vont chercher du prix. Non, pas du tout. Ou un peu, mais les gens vont chercher aussi de la nouveauté. Les gens vont chercher aussi de la disponibilité parce qu'ils peuvent consommer à 20h, 21h, 22h. Ça sera un vrai sujet aussi de voir comment on s'adapte à ça. Donc le digital, une menace à laquelle il faut réagir, mais le digital aussi un accélérateur formidable. On a tout intérêt à travailler aussi la conquête de clientèle, votre conquête de clientèle en allant chercher les outils digitaux. Est-ce que par exemple, votre page Google My Business, quand je tape habillement l'Oudéac, est-ce que dans la page Google My Business, j'émerge avec un truc un peu sympa? Le digital, ça peut être très très simple à traiter, hein. C'est pas obligatoirement faire des sites en ligne complexes. Et puis, ce que je voulais dire sur le digital, et vous en avez la preuve sur le graphique à droite de la page, c'est que pendant très longtemps, dans toutes les conférences et les interventions au quotidien dans les centres-villes que je peux faire, on me dit oui, le digital, c'est pour les jeunes, mais moi, j'ai une clientèle de seniors et le digital, ça ne les touche pas. Alors, regardez, la part d'utilisation du digital pour les 65 ans et plus, 72% des 65 ans et plus sont des consommateurs réguliers en digital, alors que la moyenne française est à 80. Donc ça progresse partout. Ça progresse partout et ça, il faut en être persuadé. Et puis quelquefois, on me dit, mais oui, mais de toute façon, c'est un truc de grande ville, le digital. Mais on consomme autant en digital. J'étais hier sur une conférence de la même manière, et une analyse de la même manière, puisque là, on a fait une enquête de consommation. En Dordogne, on a les mêmes chiffres de pénétration du digital qu'à Nantes ou qu'à Bordeaux. Donc, il y a une homogénéité territoriale sur le sujet et le territoire de l'Oudéac communauté ne déroge pas à la règle, même si à certains endroits, il peut y avoir des problèmes de Wi-Fi, de réseau, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se développe ici, il faut
sans prémunir, j'allais dire, mais surtout intégrer cette nouvelle tendance. Puis troisième phénomène, qui vient aussi bousculer, c'est que d'un côté, on n'a jamais eu autant de commerce, de l'autre, on n'a jamais consommé en digital, et en même temps, le consommateur, il s'est mis aussi à consommer de moins en moins en achat de produits neufs pour consommer de plus en plus des achats de produits d'occasion. 44% des Européens, c'est les chiffres européens de l'Observatoire, 49% des Français ont acheté des biens d'occasion l'année passée au-delà de la voiture. Ça peut être des fringues. Tiens, le site qui progresse le plus aujourd'hui en France, qui a une progression beaucoup plus forte qu'Amazon, dont on n'arrête pas de parler, mais le site qui progresse le plus aujourd'hui, c'est Vinted, qui vend du prêt-à-porter d'occasion. Peut-être que demain, on devra trouver des boutiques de prêt-à-porter d'occasion. Peut-être même que dans une boutique de fringues aujourd'hui, il faudra avoir un corner de produits d'occasion, parce que les produits d'occasion, ça répond à une double motivation. Une motivation plutôt subie de certains qui n'ont pas le choix financier de faire autrement que d'acheter d'occasion. Et puis ça répond aussi à des motivations choisies de certains qui disent « mais pourquoi acheter du neuf alors qu'on peut recycler des produits existants ?» avec un impact écologique du coup qui sera moins. Donc ça, il va falloir l'intégrer parce que c'est une nouvelle pratique qui émerge très très fortement. Et puis il y a l'échange de biens et de services entre particuliers. L'autre jour, on réalisait une réflexion, une étude sur le marché, ce qu'on appelle la motoculture de loisirs, c'est-à-dire taille-haie, tondeuse, etc. Et on voit bien que dans les nouvelles générations, on se dit pourquoi acheter une tondeuse, pourquoi on ne se la partage pas à 3 ou 4. Et ça va être de nouvelles pratiques collaboratives qui ne sont pas que des trucs boboisants, qui sont des réalités territoriales, toujours marquées par le bon sens de moins consommer et par le bon sens aussi de se dire voilà, ayons un impact plus positif peut-être sur la moindre consommation et donc sur l'environnement et donc sur les émissions de CO2 qui seront un enjeu important pour nous. Donc on voit bien que là où le commerce, il y a 20 ans, c'était centre-ville, périphérie, pointe à la ligne, aujourd'hui, le commerce, c'est le centre-ville, la périphérie, le commerce qui est sur les ronds-points, le digital, les biens d'occasion, le prêt de produits ou d'équipements entre particuliers. Donc on voit qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus vaste et qu'il va falloir justement être capable, lorsqu'on est commerçant, et moi j'accompagne des commerçants tous les jours, d'émerger, de se différencier dans ce contexte-là de plus en plus. Et puis en plus, pour couronner le tout, ou pour simplifier le tout, avec beaucoup d'ironie, regardons aussi les dépenses des ménages, comment elles ont évolué. Ça, c'est important. Alors, dans le budget des ménages, si on le prend de manière large, dans notre budget du quotidien, il y a des trucs qui pèsent de plus en plus lourd. C'est ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Le logement, l'énergie, la santé, l'enseignement, l'automobile, c'est-à-dire se déplacer, habiter, se chauffer, fournir un enseignement de qualité à ses enfants coûte de plus en plus cher, donc ça pèse. Donc, dépenses contraintes en croissance. De l'autre côté, on a des dépenses d'arbitrage en placement, des trucs où on se dit « oh là là, j'ai un peu moins d'argent, donc je vais faire des choix de consommer un peu moins sur des sujets, principalement l'habillement et l'équipement de la maison. » C'est deux secteurs assez tendus. Sur l'équipement de la personne, l'habillement, c'est un sujet essentiel parce que c'est ce qui fait souvent la fréquentation de centre-ville, par exemple, mais c'est un secteur à la fois qui est touché par le digital, l'occasion et la déconsommation. Par contre, tous les jours, moi, je vois des commerçants qui font un carton sur le sujet. Je vais prendre un exemple très simple. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la bonne ville de Ham, H-A-M, qui est près de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Commune extrêmement touchée, 25% de taux de chômage, 20% des locaux commerciaux qui sont vacants. Et en travaillant avec l'union commerciale, tous les commerçants me disaient bah, « ici c'est difficile ». Et puis dans la réunion, il y a une jeune femme qui prend la parole et qui me dit « mais moi ça va très bien ». Un peu surpris, dit « ouais, moi ça va très bien, j'ai créé une boutique, après on aime ou on n'aime pas le concept, ça s'appelle telle mère, telle fille ». Elle vend les mêmes fringues pour la maman et pour la fille. Elle dit « en plus, moi la commune, il y a un pouvoir d'achat mitigé, mais par contre je fais du haut de gamme ». Elle dit ouais, je vends la fée marabouté, KKS, etc. Alors c'est peut-être pas de l'hyper haut de gamme, mais c'est de la bonne qualité en tout cas. Et puis elle dit en tout cas moi je fais comme Zara. Interrogation. Je fais comme Zara, c'est-à-dire que tous les 15 jours j'ai une nouvelle collection qui arrive.
Parce que moi, j'en avais marre d'avoir la même collection, la collection printemps-été, par exemple, automne, pardonnez-moi. Je la commande en mars, je la reçois en magasin en août, et de août à janvier, j'ai les mêmes produits, et donc la cliente, elle ne vient pas plus souvent parce qu'elles ont vu mes collections, et si je n'ai pas de nouveautés, elles ne vont pas recréer de la fréquentation. Et donc, tous les 15 jours, elle fait venir des petites collections supplémentaires et elle crée du flux. Puis en plus, elle nous dit, moi, j'ai fait un truc aussi, je me suis rendu compte que mes clientes qui peuvent bosser à Saint-Quentin, à 25 bornes de là, arriver un peu tard sur la commune, eh bien, si elles ont besoin, je privatise le point de vente de 19h à 20h et je fais de très bons chiffres d'affaires. Je trouve son exemple super intéressant parce que c'est un secteur, l'habillement, qui est en fragilité. Et malgré la fragilité du secteur habillement, malgré la fragilité économique, c'est-à-dire que personne qui aurait fait une étude de marché n'aurait mis un copec sur la réussite d'un commerce tel que cela à mais elle a réussi parce qu'elle a innové. Donc on peut débloquer aussi les marchés lorsque c'est un peu tendu. Et puis dans les dépenses d'arbitrage, entassement, il y a aussi l'alimentaire. Alors c'est un peu compliqué l'alimentaire. Parce que les Français consomment moins en volume, mais consomment de plus en plus en valeur. C'est-à-dire qu'on déconsomme sur des produits basiques et on va plutôt aller chercher des produits d'un peu plus haute qualité, dont les produits du terroir. Donc il y a un vrai changement sur l'alimentaire aussi. Et puis qu'est-ce qui progresse, ou qu'est-ce qui progressait en tout cas? La restauration. Alors parler de la progression de la restauration en situation tendue, mais si on se projette, si on prend le temps de faire ce pas de côté toujours, c'est vrai que depuis 5 ans, il y a 2 secteurs qui explosent complètement. Le secteur de la restauration, les bars, les restaurants, sur les chiffres qu'on a et en Bretagne et au niveau national, on est sur des croissances de chiffre d'affaires de plus 10% jusqu'à fin 2019. Il y a cette année 2020 qui est pourrie et qui va fragiliser énormément la profession. Mais moi, j'insiste beaucoup auprès des pouvoirs publics de dire qu'il faut aider fortement au café, hôtel, restaurant parce qu'il y a un fort besoin de convivialité dans la population. Mais à condition aussi d'avoir des établissements qui donnent envie, qui soient agréables pour les hommes, agréables pour les femmes, c'est-à-dire que ça soit aussi convivial. Et puis l'autre secteur qui progresse énormément, c'est le secteur des loisirs. Donc il faut aussi travailler sur le sujet. Donc des nouvelles trajectoires de consommation qu'il va falloir aussi saisir parce que ça change. Ouais, ça change fortement. Et surtout, ça change beaucoup plus vite qu'avant. On est rentré dans une économie commerciale des cycles courts. Avant, on pouvait se dire, tiens, je rénove mon point de vente et pendant 10 ans, je vais être tranquille parce que le marché, je vois à peu près comment il va évoluer. Bon, aujourd'hui, on est sur des cycles économiques en commerce, mais pas que. Dans mon métier, je me rends compte, dans plein d'autres métiers, je me rends compte aussi. Eh bien, les cycles économiques, ils sont plus de 10 ans, ils sont plutôt de 3 à 5 ans aujourd'hui, c'est de plus en plus court. Donc, il faut être relativement agile. C'est compliqué, hein, c'est compliqué, mais c'est important de le saisir. Et puis, de se dire aussi que la nouvelle structure des dépenses des ménages, elle est très impactée par la crise sanitaire. On a réalisé, nous, une étude au mois de juillet pour essayer de voir comment la crise sanitaire version 1 avait eu un impact sur les modes de consommation. Et en fait, on est venu repérer 5 typologies de consommateurs dans la population française. Et en région Bretagne, où on travaille beaucoup, on retrouve ces mêmes symboles. Quand on travaille en Rhône-Alpes, on travaille beaucoup en Alsace, on a à peu près les mêmes organisations aussi. Alors, on a 5 critères, on a 5 types finalement de segments de clientèle pour demain. Bon, les compulsifs. Les compulsifs, c'est celles et ceux qui ont mal vécu le premier confinement en se disant j'ai pas pu consommer, aller dans les magasins, etc. Bah, c'est ma bouffée d'oxygène. Et donc en post-crise, bah, je vais consommer plus. Alors plus en commerce physique, mais beaucoup plus aussi en commerce digital. Donc une clientèle assez intéressante à saisir, plutôt jeune, plutôt catégorie socio-professionnelle intermédiaire, voire un niveau de revenu un petit peu plus élevé. Ça pèse 20% de la population. Et puis, ensuite, on va laisser de côté les affectifs, on viendra dessus tout à l'heure, les contraints. Les contraints, c'est 25% de la population. C'est celles et ceux qui ont vécu des pertes de pouvoir d'achat relativement importantes liées à la crise sanitaire. Fin de CDD, chômage partiel, chômage technique. Et finalement, il y a 25% de la population qui dit, moi, en sortie de crise, eh bien, je vais visser, hein, je vais serrer, je vais moins consommer. C'est ce que j'appellerais, moi, de la déconsommation subie. Mais juste à côté, on a ce que j'ai appelé les less is more, où là, c'est de la déconsommation choisie. C'est des gens qui ont des niveaux de revenus confortables, mais qui font le choix de se dire, mais finalement, pendant la crise, j'ai moins consommé, mais je n'ai pas plus malheureux que ça. Et qui vont dire, je vais consommer, oui, mais je vais consommer moins.
Et je vais consommer plus responsable, je vais consommer plus écologique, je vais être plus attentif à ce que le commerçant va vendre, le côté responsable des produits qu'il vend, quel que soit en alimentaire ou en équipement de la personne ou autre chose, y compris dans la coiffure, sur la question de la responsabilité par rapport aux produits qui sont utilisés, etc. Et donc cette population-là, elle est importante parce que, les deux en tout cas, 25 les contraints, 20% les laissistes morts, ça veut dire 45% de la population qui est dans une forme de déconsommation. Mais pour autant, sur les laissistes morts, il y a le pouvoir d'achat. Et on voit bien que si on apporte réponse à leur besoin d'avoir une consommation responsable, une consommation qui a du sens, ça va être important. On a les solidaires ensuite, 15% de la population. Alors les solidaires, ce sont celles et ceux qui font le choix en sortie de crise de privilégier les circuits de proximité, de soutenir le commerce de proximité, de soutenir l'agriculture de proximité, les circuits courts, etc. Et donc, sur les solidaires, c'est intéressant parce que là, c'est un flux assez naturel vers vos activités. Je reviens juste sur les laissistes morts. Les laissistes morts aussi, ce qui est important pour eux, c'est la recherche d'une alimentation plus saine, plus équilibrée, plus terroir, à adapter aussi dans toutes les filières alimentaires. Et puis, les affectifs, c'est 20% aussi de la population. Alors, c'est ceux certainement qui vivent le plus mal la période que l'on vit aujourd'hui. Les affectifs, ce sont les gros consommateurs en café, en restaurant et en produits de convivialité. Parce que là, c'est aussi la convivialité, une dynamique extrêmement forte qu'on voyait depuis un certain temps. Donc, sur les affectifs, on a aussi un enjeu à capter, là, parce qu'il y aura une vraie reprise de consommation auprès d'eux, une fois que les cafés, les restaurants auront réouvert, mais c'est aussi une clientèle très attentive à toutes les offres gourmandes dans les caves, chez les bouchers, chez les boulangers, etc. Sur la filière alimentaire, on a des vrais sujets à aller chercher. Donc, évolution quantitative, évolution des modes de consommation comme on vient de le voir, et puis il ne faudrait pas oublier un dernier sujet sur ces évolutions. Il est super important, ce sujet-là. C'est ce que j'appelle, moi, les nouveaux temps sociaux. On a fait une étude l'an dernier super compliquée. On a pris un agenda, où on a les 7 jours de la semaine, vous savez, hein, et puis on a pris un stabilo jaune, et au stabilo jaune, on a indiqué les périodes d'ouverture des commerces de centre-ville avec lesquels on travaille tous les jours dans nos missions. Et puis, comme c'est une étude très compliquée, au stabilo rose, on a mis sur ce même agenda les périodes d'ouverture, les périodes de disponibilité, pardonnez-moi, des actifs pour consommer. Donc en jaune, les périodes d'ouverture, en rose, les périodes de disponibilité des actifs pour consommer. Et on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte que le commerce de centre-ville, globalement, ou de centre-bourg, n'était ouvert que 22% du temps disponible des actifs pour consommer. C'est une problématique colossale. Quel secteur d'activité peut se dire « je veux me développer », mais finalement, j'ouvre quand les clients ne sont pas disponibles, quand les clients à plus fort pouvoir d'achat ne sont pas disponibles pour consommer. Il n'y a pas un secteur qui peut tenir par rapport à ça. Ça re-questionne la question de l'ouverture des commerces le midi, ça re-questionne la question de l'ouverture des commerces un peu plus tardivement en soirée, ça re-questionne le point que finalement, même quand je suis fermé, comment je fais pour que mon consommateur puisse connaître mes produits, peut-être consommer, commander? Le côté vente en ligne, le côté empreinte numérique des commerces. Peut-être qu'il va falloir aussi que dans un centre-ville, je sois capable, lorsque le consommateur m'appellera demain pour commander un produit, de lui mettre dans un casier de click and collect pour qu'il vienne le chercher lorsqu'il rentre du travail. Et avec en plus dans l'agroalimentaire des horaires atypiques dans la région où vous êtes, il va falloir impérativement travailler sur le sujet. Parce que les horaires du commerce n'ont pas changé finalement depuis 40 ans, ou pas beaucoup. Et puis, de l'autre, le consommateur, lorsqu'il n'y avait pas le digital, c'est lui qui faisait l'effort de s'adapter aux horaires du commerce. Mais maintenant qu'il y a le digital, d'ailleurs on le voit très bien, la consommation digitale, elle explose dans la journée, entre 21h et minuit finalement. Donc comment je m'adapte à ça? Il ne s'agit pas de vous dire ouvrez 7 jours sur 7, etc. Mais par contre, essayons de réfléchir à l'adaptation de nos horaires d'ouverture. Et puis sans oublier, pour l'alimentaire, c'est la deuxième bulle qui est la plus à droite que je vous indiquais, c'est que si on regarde la question de l'alimentaire, sur laquelle on travaille beaucoup, le commerce alimentaire dans les plus petites communes, comment on fait pour le dynamiser, le sauvegarder? Eh bien aujourd'hui, en France et en Bretagne, c'est la même chose, 70% des achats de proximité sont réalisés
entre 17h et 20h. Ça veut dire que la boulangerie, la boucherie, ce qui est important, certes, c'est qu'elle soit ouverte le matin, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'elle soit attractive sur la fin de journée. Que oui, il y ait du pain frais le soir et que j'arrive pas à 19h dans ma boulangerie, on me dit « Ah non, ma petite dame ou mon petit monsieur, vous n'avez plus… j'ai plus rien ». Parce que le sujet, il est là, le chiffre d'affaires, il se fait là. Et dernièrement, dans la région d'Agen, on travaillait avec des commerçants d'hyper-proximité, on a fait des stats là-dessus. Puis on s'est rendu compte que dans les petites communes, le commerce aurait pu être ouvert 2h le matin et de 17h à 20h, il faisait le même chiffre d'affaires qu'en étant ouvert de 9h à 19h. Donc, c'est pas travailler plus, c'est surtout ouvrir lorsque les actifs sont là pour consommer. Il y a un défi colossal. Et ce défi colossal, on voit bien que il va falloir qu'on l'intègre complètement. Il va falloir que on saisisse ces opportunités. Parce que très clairement, peut-être que lorsque vous avez ouvert votre commerce, dans les années 90, début des années 2000, les rapports entre l'offre, le haut, et la demande étaient les suivants, c'est-à-dire que la demande progressait plus fortement que l'offre. Donc finalement, même si je faisais pas plus d'efforts que ça en matière de promotion, de communication, d'innovation, ça marchait. Puis avec tout ce qu'on vient de voir, les années 2020 et suivantes, elles seront marquées par une offre qui est supérieure à la demande. Donc du coup, ce n'est pas les mêmes leviers que je vais activer. Dans les années 90, début des années 2000, je disais qu'on pouvait faire du commerce par cueillette. J'ouvre, je fais bien mon boulot, je suis pro, et puis ça vient. Les années 2020 et suivantes, ça sera des années où il faudra passer de cueillette à conquête de clientèle, où les mots-clés, ça sera l'innovation, ça sera la théâtralisation, comment je fais passer un bon moment, l'expérience client dans mon point de vente, comment je vais me débanaliser, comment je vais faire mon boulot différemment d'il y a 10 ans, comment je vais faire mon boulot différemment de mon voisin, quel positionnement, quelle image nouvelle je vais essayer d'impulser. Et le sujet dans cette période de crise sanitaire, et moi j'accompagne les commerçants sur le sujet, c'est de se dire ouais c'est dur, mais essayons aussi, parce que c'est dans des périodes de crise que les rebonds peuvent se trouver, essayons de profiter aussi de cela pour innover et aller chercher des nouvelles manières de faire. C'est pas simple, ça se trouve pas au pied du lit, l'innovation le matin, mais il y a des sujets à traiter. Alors l'innovation, où est-ce qu'on peut la trouver du coup? Eh bien, l'innovation, on va la trouver dans les grands marqueurs de la transformation du commerce. Pour moi, il y a du commerce et puis les grands marqueurs globalement de la transformation de la société. Pour moi, il y a finalement, et c'est la deuxième partie de mon intervention, 5 grands marqueurs de la transformation à saisir, à intégrer. Qu'on le veuille ou non, on pourra me dire oui, je suis contre le digital. Ben ouais, on peut être contre le digital, mais globalement, c'est un truc qui va évoluer parce que le consommateur va dans ce sens. Donc, il va falloir qu'on saisisse ces 5 marqueurs de la transformation. Alors, on va faire simple. Cette intervention sur les 5 marqueurs de la transformation, je le fais pour des réseaux de commerçants. Je pense aux buralistes, par exemple. Je pense à des réseaux dans la boulangerie. Je pense à des réseaux dans le prêt-à-porter, etc. On passe quasiment une journée sur les 5 marqueurs, mais on va faire, je vous rassure, on va passer la journée ensemble, quoique. On va regarder plutôt très synthétiquement ce qui va changer. D'abord, on va commencer, si vous le voulez bien, par le marqueur de la transformation sociologique. Alors, en sociologie, qu'est-ce qui va se passer? 2 sujets. Ici, vous avez 2 photos, on va faire très simple, qui vont nous permettre d'identifier finalement les consommateurs importants pour demain qui représenteront à peu près 65% de la consommation dans les 5 ans qui viennent. Sur la partie droite de l'écran, on a la senior economy. Sur le territoire de l'Oudéac communauté, on aura, comme à peu près dans toutes les Côtes d'Armor et Morbihan, c'est à peu près la même chose, on aura 40% de la population qui aura plus de 60 ans. On est à 30 aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les ans, on aura 1% de seniors en plus. Alors, les seniors, c'est très différent. Vous avez les 60-70 ans qui ne consomment pas de la même manière que les 70-80 et eux-mêmes pas du tout de la même manière que les 80-90. Mais 40% de la population sont les seniors, donc il va falloir être capable d'aller les capter en matière de service, en matière de confort dans le centre-ville ou dans le centre-bourg. Ce n'est pas que la question du parking pour eux, c'est la question aussi de la déambulation. Et puis, les seniors,
de demain. Dans 10 ans, ceux qui, comme moi, auront 60 ans ou un tout petit peu plus, pas parce qu'on sera devenu subitement senior qu'on va oublier nos réflexes de consommation digitale. Donc il va falloir aussi se dire que le senior, il ne viendra plus naturellement comme avant, mais il faudra faire des efforts pour aller le chercher. Et être capable de dire, bah tiens, venez en magasin, je n'ai pas le produit, je peux commander en ligne avec vous, vous serez livré chez vous dans 2 jours. Voilà les sujets. Et puis lorsqu'on est dans le service, dans la coiffure, même pour les médecins, avec les prises de rendez-vous sur Doctolib, etc., pour la coiffure, avoir cette vitrine digitale, c'est des sujets extrêmement importants. Extrêmement importants pour saisir les grandes opportunités. Donc la senior économie a un défi colossal. Et puis sur l'échelle des âges, la photo que vous avez ici, qui peuvent être soit vos frères et sœurs, vos enfants ou vos petits-enfants, selon l'âge que nous ayons, c'est la génération Z. Cette génération, c'est la génération, sont les individus plus exactement, qui sont nés après 96, après 1996. C'est-à-dire c'est une génération qui n'a pas connu le monde sans Internet. Donc globalement, pour eux, tout commence par Internet, que ce soit un achat, que ce soit, je sais pas, un devoir de philo ou de maths, tout commence sur Internet. Mais quand je dis tout commence sur Internet, ça ne veut pas dire qu'ils iront obligatoirement tout commander sur Internet, mais ça veut dire que si on est commerçant et qu'on n'a pas de vitrine digitale, on n'ira jamais les capter. Et ces gens-là, ça sera 25% de la population. Ce sont les actifs de demain, ce seront eux qui auront le pouvoir d'achat. Et donc, c'est une génération aussi importante parce que c'est la première génération qui a eu aussi des cours d'écologie et de développement durable depuis la maternelle. Et donc, il va falloir saisir ça. Il va falloir s'adapter dans l'offre produit que je vais proposer. C'est essentiel, ça sera un défi essentiel. Et puis, c'est la génération du coworking, du co-living ou de la coloc. C'est la génération du covoiturage. C'est la génération aussi du Covid. Et donc, c'est une génération qui va arriver avec plein de modes de vie plus collaboratifs aussi. Ou d'ailleurs, en matière de digital, c'est super intéressant pour eux. Ils s'en foutent complètement de ce qu'on peut raconter sur un site internet. Parce qu'ils savent que finalement, c'est la boîte qui dit « ouais, moi je suis meilleur, mes produits sont les meilleurs ». Non, pour eux, le digital, c'est les avis d'autres consommateurs qu'ils vont trouver sur Facebook. Et Facebook, c'est de plus en plus pour les vieux. Instagram, TikTok, bref. C'est ces avis-là qui vont avoir du sens pour eux. Donc, ça va changer complètement aussi la manière de communiquer. Et puis, autre changement sociologique qu'il va falloir vraiment intégrer, c'est, comment dirais-je, la recomposition sociologique de la population française et de la population bretonne. La société française, c'était quoi dans les années 80? Le modèle français dont on parle sans arrêt dans les médias. C'était une classe moyenne extrêmement importante, une population aisée qui était à peu près de la même volumétrie que la population à niveau de vie réduit. Et puis c'est ça qui faisait l'équilibre sociétal dans une société, ce que j'appelle en losange, rien à voir avec le losange de chez Renault, mais une société en losange, une société avec une classe moyenne prioritaire. Dans 10 ans, on sera passé d'une société en losange à une société en sablier ou en carafe. C'est-à-dire avec une classe moyenne qui disparaît petit à petit, une population à niveau de vie réduit qui ne cesse d'augmenter et une population à niveau de vie élevé qui ne cesse aussi d'augmenter. Ça sera une société des extrêmes, d'ailleurs qui, d'un point de vue politique, peut générer une grande fragilité sociétale. Parce que finalement, la population des États-Unis, c'est ça. La population de certains pays du tiers-monde, ex-tiers-monde, population de pays en voie de développement, c'est à peu près ça aussi. Mais ça va changer, pourquoi? Si on revient à la question du commerce. Juste avant de parler de commerce d'ailleurs, si on regarde le secteur de l'automobile, qu'est-ce qui progresse aujourd'hui en termes de business dans l'automobile? C'est les marques premium, BM, Mercedes, Audi, Porsche, qui font du plus 10 chaque année. Et puis, ce qui fonctionne, et qui est à plus 10 aussi, c'est Dacia, etc. Donc on voit bien que tous les secteurs d'activité sont en train de venir se greffer sur ce modèle de société. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que moi, quand je travaille sur les centres-villes, chaque année, au sein de l'agence, avec les collaborateurs, on fait des enquêtes auprès des commerçants, et dans ces enquêtes, il y a une question qu'on pose. C'est quoi votre positionnement de gamme? Alors, dis-moi, je suis classe moyenne. Ouais, je suis moyenne gamme. Ben, le moyenne gamme n'a plus d'avenir. L'enjeu, demain, du
du défi qui est face à nous, c'est de se dire sur quoi je me positionne. Est-ce que je upgrade, c'est-à-dire je monte pour capter la population aisée, ou est-ce que plutôt je vais chercher une offre beaucoup plus basique, une offre beaucoup plus promo, qui a un sens aussi. Alors, il ne s'agit pas de dire il y a un positionnement qui est mieux qu'un autre, non, mais c'est de se dire que c'est en train de changer profondément d'un point de vue sociologique. Et puis ce qui change aussi, c'est l'organisation territoriale et surtout dans la transformation territoriale, dedans, moi je mets un truc important, ce sont les mobilités. Alors, deux sujets dans les mobilités, c'est-à-dire la manière dont on appréhende le territoire. Deux photos pour l'illustrer, pour faire ça. À gauche, une famille dans des cartons. Juste pour vous dire que j'ai pris des chiffres sur l'ODEAC communauté. Territoire que je connais très bien pour y avoir, tant encore l'ODEAC communauté s'appelait pour partie la sidérale et d'autres comités de communes, j'ai eu l'occasion d'intervenir pour le territoire dans le cadre des OPARCA, des ODSK, des dispositifs pour le commerce. Quand je regardais les chiffres, il y a 15 ans, 20 ans, un territoire comme le vôtre, c'était à peu près 10-15% de la population qui ne vivait pas sur le territoire 5 ans auparavant. Et aujourd'hui, quand on prend ce chiffre, on est plutôt à 27% de la population qui ne vivait pas sur le territoire il y a 5 ans. C'est-à-dire que vous avez, même s'il peut y avoir des baisses de population à certains endroits du territoire, qu'importe la baisse, il y a un renouvellement de population extrêmement important. Pourquoi? Parce que les parcours dans l'emploi sont de plus en plus courts, les recompositions familiales sont de plus en plus fréquentes. Mais quand on fait du commerce, ça change tout. Lorsqu'on a 27% des consommateurs qui n'étaient pas là sur le territoire il y a 5 ans, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de commerce par fidélité. Vous savez, en disant, mais moi ça fait 10 ans que je suis là, les gens me connaissent. Non, c'est plus le cas. C'était vrai il y a 10 ans, aujourd'hui c'est plus vrai. Il y a un tel renouvellement. Donc si on ne communique pas, si on n'est pas dans la captation et la conquête de clientèle, on n'arrivera pas à aller chercher ces gens-là. Et c'est quelquefois on se dit, mais c'est bizarre, je fais mon boulot aussi bien qu'avant et ça marche moins qu'avant. Ça marche moins parce que la concurrence est plus dense. Et ça marche moins parce que finalement, le consommateur, il me connaît moins qu'avant, il change. Et dans ces mobilités, il y a ce qu'on a sur la partie aussi, la partie droite, pardonnez-moi, de l'écran. Je vous ai mis une gare, j'aurais pu mettre une aire de covoiturage, qu'importe. C'est qu'aujourd'hui, le consommateur, il travaille de plus en plus loin de l'endroit où il vit. Donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'il consomme de plus en plus tard dans la semaine. C'est pour ça, peut-être que demain, il faudra qu'on ait des casiers à achat de tel centre-ville ou de tel centre-bourg sur une aire de covoiturage. Comme ça, les gens auront pu commander chez vous et retireront leurs produits à 19h ou 19h30 sur l'aire de covoiturage, même si le commerce est fermé. Alors vous allez me dire, ça va les empêcher de venir au centre-ville. Mais non, pas du tout. Ces gens-là qui sont mobiles veulent arbitrer du lundi au vendredi. C'est ce que j'appelle, moi, le temps subi. On veut optimiser le temps. Et on ne serait pas venu au centre-bourg à 19h30 ou au centre-ville. Et puis le week-end, c'est le temps choisi. On va prendre le temps. Et donc, si je crée un lien toute la semaine par de la livraison, par ces systèmes de click and collect et autres, je vais créer un lien avec le client, mais ça n'empêchera pas de venir dans le centre-ville le week-end ou dans le centre-bourg le week-end. Donc, c'est adapter aussi votre service aux temporalités d'une population qui, sur les territoires, bouge de plus en plus. Et puis, troisième niveau de transformation, la transformation digitale. On l'a évoqué tout à l'heure. Elle est considérable, la transformation digitale. Et pour moi, il y a deux types de consommateurs face à vous. Il y a ceux qui, vous savez, vous me le dites souvent dans les entretiens qu'on peut avoir. Vous savez, on dit, ouais, oui, moi je les vois, les consommateurs, ils viennent essayer la chemise là, comme celle que vous portez. Ils essayent, ils savent que c'est une taille 38, machin, etc. OK, et ils vont la commander sur Internet. Ah ça, ouais, c'est ce que j'appelle des ROCON. ROCON, c'est un acronyme anglais qui signifie Research Offline, c'est-à-dire je fais ma recherche offline, c'est-à-dire en magasin, et je consomme online. Ça représente quoi? Si je regarde le graphique suite aux études de consommation qu'on a mis, c'est à peu près 20%. Mais par contre, en face, et c'est beaucoup plus important, il y a les ROCOF. C'est ceux qui font la recherche online, c'est-à-dire sur Internet, et qui viennent consommer en magasin. Très fort chez les seniors, ça d'ailleurs. Mais si on n'a pas de vitrine numérique, les ROCOF, ces 38% là, on ne va pas les chercher. C'est-à-dire que c'est comme on se disait, si on se disait, tiens,
j'ai mon magasin qui est à l'angle d'une rue, j'ai 2 vitrines, aujourd'hui je décide d'en fermer une parce que j'ai trop de boulot. Le digital, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire, si on ne le fait pas, on se prive d'une vitrine. Alors le digital, il sera différent pour l'équipement de la personne, où je vais pouvoir peut-être commander en ligne, ou même voir les produits et téléphoner, tout simplement. Ça peut être ça, c'est pas très compliqué non plus. Hein. Il ne s'agit pas de tout faire en vente en ligne. Pour l'esthétique, la coiffure, qui sont des sujets importants, c'est aussi comment je peux prendre rendez-vous en ligne, comment je peux avoir un échange, comment mon site internet va donner des idées de coupe, des idées de tendance, etc. Il faut faire vivre. Peut-être que je vais pouvoir vendre des produits aussi dessus. Et donc, on a plein de choses à imaginer. Pour l'alimentaire, plein de choses. Pour les restaurants, on peut peut-être commander aussi des plats emportés. Bref, et à défaut de les commander, au moins expliquer ce qu'on a comme plat du jour. Bref, il y a plein de sujets. Et donc, il va falloir justement se dire que le commerce, il sera omnicanal demain. Je devrais pouvoir vendre en magasin, mais il faudrait que je sois en digital impérativement. Mais un digital adapté à ce que je fais. Ce n'est pas une grande technicité, mais c'est juste pour comment j'utilise le digital pour me rapprocher de mon consommateur. Et puis le digital, vous savez, ça ne sera pas qu'Internet, j'insiste, ça ne sera pas que le site Internet, pardonnez-moi, mais c'est aussi, pour moi, tout aussi important d'être présent sur les réseaux sociaux. Et de faire en sorte d'avoir un magasin où il se passe des trucs. Parce que la génération Z, ce qui va l'intéresser, c'est, tiens, j'ai mes potes qui ont pris des photos dans tel point de vente qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a un moment, s'il se passe des trucs un peu sympas dans leur magasin, ça ne sera pas à vous de gérer le digital. Ça sera vos consommateurs qui, naturellement, partageront les bons plans, partageront les bonnes occasions que vous générez dans vos points de vente. C'est-à-dire que le digital de demain, ça sera moins un digital où c'est le commerçant qui parle, mais c'est plus un digital où ça sera le consommateur du commerçant qui en fera la promotion. Ça, c'est un vrai changement de ce côté-là. Et puis, transformation écologique, dans le 5e marqueur de la transformation. Le critère écologique, qui va être, dans les 10 ans qui viennent, l'un des drivers de la consommation. La question de la végétalisation du centre-ville, c'est un truc qu'on partage beaucoup. La question de ce que j'appelle, moi, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises du commerce. Toutes les enseignes de distribution sont en train de préempter ce truc-là en disant, voilà, nous, on a des produits écologiques, etc., on fait du recyclage, bref, on vend des produits d'occasion parce que moi, Leclerc, je me donne une bonne image. Mais il y a beaucoup de greenwashing dans le sujet. Le problème, c'est que le commerce de centre-ville, qui est peut-être le commerce le plus durable, le plus écologique, est en train de louper cette transition. Donc, comment je verdis mon offre? Comment je choisis des labellisations? Comment je me différencie? Parce que finalement, il y a bien un sujet qui n'intéresse pas tout le monde. Mais peut-être que ceux qui ont le plus fort pouvoir d'achat, ils seront très sensibles à ça. Donc oui, il faut faire des choix. Et certainement qu'on aura un rôle de commerce un peu sélectionneur de produits. Quand on voit l'explosion des produits de terroir, quand on voit l'explosion du bio, même s'il y a tout et n'importe quoi quelquefois dans le bio, mais on a un enjeu très fort de saisir cette transformation et de se poser la question de l'empreinte écologique de mon commerce. Et puis, dernière transformation, la transformation servicielle. La transformation servicielle, c'est finalement ce que je vous disais, un peu la fin du libre-service, mais juste pour comprendre ce que c'est que la transformation servicielle. Il y a 2 sujets. Premier sujet dans la transformation servicielle, c'est que globalement, dans les années 80-90, nous étions dans une société de consommation, voire d'hyperconsommation. C'est pour ça que le commerce, même si on ne faisait pas grand-chose, ça progresse. Mais aujourd'hui, le consommateur, quand dans les années 80-90, c'était bien d'être propriétaire de quelque chose. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une économie, finalement, de l'usage qui se développe. Pour la première fois en 2019, plus de 50% des voitures en France ont été vendues en LOA ou en LLD. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le prix de sa voiture. On achète un usage, on achète un nombre de kilomètres. On voit aussi qu'il y a des sites de location de vêtements qui explosent. Blablacar, c'est ni plus ni moins qu'un truc où on se dit ça sert à rien que j'ai une voiture, je peux utiliser la voiture d'autrui, etc. Je vous ai mis ici un truc que tiens, la marque Husqvarna est en train de développer. On aura demain, je pense, sur les parkings des grandes surfaces de bricolage, des lieux où je pourrais louer une tondeuse à l'heure
à la demi-journée, à la journée, etc. Et donc, il va falloir aussi intégrer que le consommateur n'a plus obligatoirement la volonté d'être propriétaire de quelque chose. Il veut en avoir l'usage, il ne veut pas se projeter, il veut être libre aussi, parce qu'il y a une question de liberté et d'arbitrage financier aussi, très très clairement. Et donc, ça, il faut l'intégrer, c'est une vraie évolution. Mais le serviciel, c'est aussi, je vous en parlais tout à l'heure, le fait de gagner du temps, surtout la semaine, surtout globalement du lundi au jeudi soir, du lundi au vendredi midi. C'est-à-dire que lorsque mon temps est contraint, parce que je fais de plus en plus de déplacements pour aller bosser, eh bien, j'ai peut-être envie de me faire livrer davantage. La jeune femme qui est en vert, là, j'ai pris ça du site d'Instacart, qui est une boîte allemande, une start-up allemande de livraison à domicile, qui a été rachetée par Aldi pour faire la livraison à domicile. La plateforme que vous avez en haut à gauche, c'est Casino qui construit une plateforme au sud de Paris pour livrer vos courses alimentaires à J+1 à domicile. À Dinan, je ne sais pas si vous l'avez vu dans Ouest France en début de semaine, je crois, il y a une boîte qui fait de la livraison à domicile à 30 km autour de Dinan pour les commerçants du centre-ville. Et ça marche. Et ça marche. Donc je pense qu'il va falloir aussi qu'on intègre cette transformation, que le rôle de commerçant, ça va être pas simplement de faire venir dans le point de vente, il faudra, mais d'être capable aussi, lorsque le consommateur en a besoin, de lui simplifier la vie. Et cette dimension servicielle, elle est essentielle. Il faudra la travailler individuellement, mais pas que, mais on pourra imaginer aussi qu'à l'échelle d'un centre-bourg, d'un centre-ville, il y a un service de livraison à domicile qui soit global, y compris sur des petits centres-villes. Il y a un défi colossal aussi à aller chercher sur ce point de vue. Et puis demain, si on résume tout ça. Donc on a vu les trajectoires depuis 10 ans, on a vu les trucs un peu qui se structuraient, qui se mettaient en place, le nouveau contexte du commerce. Et demain, il y a les 5 marqueurs de la transformation. Et demain, il va falloir imaginer le commerce différemment. Hier, quand je travaillais dans la question des centres-villes et des centres-bourgs, il y a 10, 15 ans, effectivement, il y avait 4 points de repère que j'appelais CASA. Rien à voir avec la marque d'équipement de la maison du même nom, même si ça commence par AC. Pour réussir, il fallait, dans un centre-ville, donc quand on était commerçant, avoir de la qualité produit. Ah, ça, la qualité produit. Moi, monsieur, je fais de la qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité aujourd'hui? Le prix, le côté écologique, le côté innovation, une notion de qualité, elle a complètement explosé. L'accueil, oui, ouais. Mais il n'y a rien de différenciant d'être accueillant. C'est un basique. Ça ne suffit plus aujourd'hui. Le stationnement. Ah, le stationnement. C'est essentiel, mais on parle on passe trop de temps à parler de stationnement, je pense. J'ai jamais entendu, moi, un consommateur, au risque de vous choquer, dans toutes les études que l'on peut mener en France, me dire voilà, ce centre-ville-là, les commerces sont moches, sont pas adaptés aux horaires d'ouverture, mais je viens parce qu'il y a du stationnement. Non, on ne vient pas pour le stationnement, on vient pour l'attractivité, à condition qu'il y ait du stationnement, mais bossons l'attractivité, c'est essentiel. Et puis hier, le centre-ville, c'était l'animation. Donc, le centre-ville d'hier, c'était CASA, mais le centre-ville de demain, il va falloir faire le tri entre les bonnes idées et les mauvaises idées. Et le centre-ville de demain, ça sera un acronyme, ou centre-bourg, tri. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il soit théâtralisé, il faudra qu'il soit bien éclairé, qu'il soit agréable, que le cheminement de l'espace de stationnement jusqu'au commerce soit agréable, que peut-être je crée des espaces d'urbanisme éphémère avec de la verdure, avec des jeux pour enfants, avec des terrasses plus généreuses, des cafés et des restaurants. Bref, alors que je donne envie. Il faudra qu'il soit responsable, le commerce de centre-ville et de centre-bourg, à travers les produits qu'il vend. Transformation écologique, c'est important. Il faudra qu'il soit interactif. Je préfère parler d'interactivité que de digital. Parce que lorsqu'on parle de digital, on parle de technique. On n'en a rien à faire de la technique. Le sujet, c'est de se dire comment j'utilise les réseaux sociaux, le digital, pour créer un lien régulier avec mon consommateur. 22% de mon temps d'ouverture adapté aux actifs. Si je reste que sur du commerce physique, ça ne marche pas. Donc, comment je crée du lien entre moi? Et puis, serviciel, on l'a évoqué tout à l'heure, faire gagner du temps sur ce que le consommateur a, on pourrait le schématiser sur le temps contraint un petit peu, en particulier la semaine. Puis avec la génération Z, la génération Z, typiquement, c'est pas la génération qui ira pousser un caddie samedi après-midi dans une grande surface. La senior économie demandera aussi du serviciel, donc on voit bien qu'il y a des enjeux extrêmement importants. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour partager mes réflexions. Alors, j'insiste beaucoup,
on est là pour faire un pas de côté. Je sais que c'est compliqué dans une période de crise sanitaire, très compliqué. Mais c'est peut-être le moment aussi, voilà, de regarder. J'essaie de vous livrer les choses telles qu'elles sont, telles que le consommateur les ressent, telles que nous on les voit en termes d'évolution. Il s'agit surtout pas de dire que vous faites mal votre boulot, mais il s'agit de se dire comment ensemble on peut repérer des signaux qui nous permettront de passer cette période extrêmement difficile. Donc voilà pour la présentation, et puis on peut bien évidemment garder un temps d'échange aussi long que vous le souhaiterez. Je vous repasse la parole, Charlène, dans ces cas-là, pour échanger. Merci beaucoup, tout d'abord. Nous avons une question pour le moment. C'est une commerçante qui s'interroge. On a parlé précisément des créneaux horaires sur lesquels on peut capter le consommateur. Et qu'en est-il en termes de jours, du lundi au dimanche? Je sais que les modes de consommation sont différents. Voilà. Comment on peut appréhender j'ouvre combien de temps, combien de jours par semaine, quel jour? Oui, il n'y a pas de généralité sur le sujet, ça dépend vraiment du centre-ville, ça dépend de votre clientèle. Regardez votre clientèle. Si vous avez une clientèle majoritairement, en tout cas une population dans votre commune, majoritairement d'actifs, qui du lundi au vendredi partent bosser à l'extérieur, et qu'il n'y a personne dans la commune quasiment de 8 h le matin jusqu'à 18 h. Effectivement, la semaine, vous pouvez très bien diminuer vos horaires et les caler sur les horaires de présence des actifs. Et puis, par contre, le week-end, pardonnez-moi, vous allez ouvrir plus et puis adapter votre mode de consommation. Je pense que la question de l'ouverture des commerces le dimanche, elle se posera. Elle se posera dans les années qui viennent. Elle pose plein de problèmes, parce qu'elle pose des problèmes familiaux importants. Si j'ouvre le dimanche, je vais faire travailler mes salariés le dimanche, et peut-être que mes salariés, du coup, ils auront du mal à gérer leurs enfants, donc ça va créer des problèmes sociétaux. J'en suis persuadé, ça va être un peu compliqué. Il y a des problèmes liés aussi à des coutumes religieuses, etc. Bref, il y a plein de sujets, mais force est de constater aussi que le commerce digital, le dimanche, il explose, quoi. Donc, j'ai pas de réponse, pas de réponse absolue, mais je regarde les temps disponibles et il faut l'intégrer comme ça. Très bien. Alors, pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Je pense que ça fait un grand nombre d'informations emmagasinées pour tous ceux qui ont pu suivre la conférence. Donc, je pense qu'il y a un moment de digestion qui va être à faire pour eux. Vous avez combien de personnes connectées? Alors, nous, on n'a pas l'information. Ça va être notre chargé de mission numérique qui va pouvoir nous le dire tout à l'heure. Okay, très bien. Là, nous, on ne peut pas le voir directement. Mais j'espère qu'effectivement, certains des commerçants ne pouvaient pas la suivre aujourd'hui, puisque certains font du plein emporté, et puis d'autres ont l'opportunité d'ouvrir, et puis d'autres préparent l'ouverture de demain. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir, dans les prochains jours, regarder tranquillement cette vidéo pour aussi se poser les questions, pour penser un commerce pérenne, le commerce de demain, comment on l'organise. Et voilà. Je regarde juste si on a d'autres questions. Il ne me semble pas. Bon, c'est que ça semble plutôt clair en tout cas. Très bien. Si on a, Monsieur Lesto, une question en direct. Ah, super. Bonjour. Donc, vidéo direct. Moi, je voulais vous poser une question qui vous m'entendez? Je ne vous entends pas, en fait. Ah oui. Vous m'entendez là? Oui, un peu mieux, tout à fait, oui. Oui. Donc, je disais, Henri Dureau et Ludo Déac. Si vous aviez à conseiller un investisseur sur une supérette, voire un supermarché de proximité de centre-ville, quelles sont les orientations que vous pensez? Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que il y avait une seniorisation de la société, qu'il y a le digital qui se développe, que la notion de confort est importante. Donc, dans la mesure où on peut se situer dans ce cas-là en compétition, entre guillemets, avec les hypermarchés, les supermarchés de zones commerciales,
Quelle est la notion la plus importante dans l'orientation de ce type d'investissement si le cas se trouvait? Pour moi, trois leviers essentiels, 3 piliers, 3 fondamentaux. Un, l'offre. Une offre différenciante avec une vraie offre de produits du terroir. C'est-à-dire, dans mon rayon boucherie, de la viande du terroir. Dans mon rayon plats préparés, des plats préparés sous bocaux fabriqués par un restaurateur, éventuellement, des choses comme ça. C'est-à-dire avec du terroir et puis de la vente prête à consommer, prêt à importer, mais de qualité. Premier sujet. Deuxième sujet, le serviciel avec la livraison à domicile. Et troisième sujet, pour moi, ça serait les horaires d'ouverture. Ouverture le dimanche jusque 14h. Et puis ouverture le soir jusqu'à 20h. Si ce n'est 20h30. Ok. Voilà, un peu les 3 fondamentaux. Merci de votre réponse. Merci. Alors, je regarde rapidement ici. En tout cas, les personnes qui visionnent vous remercient pour votre intervention et pour la clarté des éléments que vous avez communiqués. Alors, on a aussi une question sur les clips TV national ou local. Ont-ils une influence encore sur la consommation? Oui, mais aujourd'hui, ce qu'il y a plus... Vous savez, l'année 2019 a marqué un truc. C'est que pour la première fois, le Français a passé plus de temps devant son ordinateur que devant la télé. Donc c'est assez intéressant. Ça veut dire que oui, la pub télé, elle a encore une influence. Elle construit de l'image, mais elle a une influence très déclinante, très déclinante. Et ce qui va avoir plus d'influence, par contre, c'est le post YouTube qu'on va pouvoir partager, qui va être repris, avec plutôt une communication virale. D'ailleurs, j'entendais dernièrement, moi, le responsable marketing de L'Oréal qui expliquait ça. Qui dit, nous, chez L'Oréal, dans les produits de beauté, etc., on fait un truc. On va complètement désinvestir sur la publicité média, l'achat d'espace à la télé ou dans les magazines féminins. Par contre, on va mettre un paquet sur des tutos YouTube. On va beaucoup plus travailler avec des influenceurs et des influenceuses qui vont pousser nos produits, parce que ça, c'est rentable. Alors que la pub classique, télé ou média, elle est beaucoup moins rentable. D'accord. On a aussi une autre question concernant le rôle des unions des commerçants. Comment on peut se projeter pour ces structures aujourd'hui? Alors, les unions commerciales, elles sont de plus en plus compliquées à mener parce que moi, j'ai eu l'occasion dans les années, ça va pas me rajeunir ça, mais dans les années 95-96 de travailler à l'union commerciale de l'Oudéac, par exemple, dont j'ai oublié le nom du président qui avait le magasin Singer de mémoire, Monsieur Rouvray de mémoire, ça devait être ça. Et c'était l'âge doré, l'âge d'or des unions commerciales. Et pourquoi ça marchait bien les unions commerciales à ce moment-là? Parce que globalement, les commerçants habitaient sur place. Les commerçants étaient là sur un temps long, c'est-à-dire que globalement, ils étaient là depuis 15 ans, 10 ans, et la durée de présence sur le centre-ville était importante. Et que finalement, l'association des commerçants, c'était finalement une association de quartier, de gens qui vivaient là, qui étaient là depuis longtemps, et il y avait un bénévolat, et puis le digital n'existait pas, donc on faisait de l'animation, et ça faisait venir du monde. Là, aujourd'hui, ça a complètement changé, parce que les commerçants sont de passage, le temps de présence d'un commerçant dans un centre-ville, c'est 5 à 7 ans. Donc, il n'y a plus le même investissement. Les commerçants ne vivent plus sur place. Et le digital a réclamé d'autres choses que de faire de l'animation et de faire venir le Père Noël dans les rues. Donc, du coup, l'union commerciale a beaucoup plus de difficultés parce que finalement, l'écosystème commerçant a changé et les moyens ont changé. Moi, je pense que j'invite vraiment les collectivités à travailler. J'en ai monté un, par exemple, qui marche très bien à Montfort-sur-Meux, un office du commerce. C'est-à-dire une structure. Vous savez, je vais prendre un parallèle très simple, comme les offices de tourisme. S'il y a 20 ans, on avait laissé les restaurateurs, les cafetiers, les prestataires de loisirs
en syndicat d'initiative, faire leur petit truc entre eux avec du bénévolat, ça n'aurait jamais marché. Mais à un moment, on s'est dit, non, la collectivité va accompagner, et on a des structures où justement il y a les prestataires plus la collectivité. L'Office du commerce de Montfort, c'est exactement ça. Il y a la collectivité qui met de l'argent, il y a dans le conseil d'administration des commerçants, mais au moins il y a une structure qui est pérenne, qui n'est pas soumise aux aléas d'un manque de bénévolat. Et derrière ça, parce qu'il y a la collectivité qui s'y met, eh bien ils ont un manager du commerce qui est là avec les commerçants pour monter le site internet, parce que ce n'est pas le bénévolat qui permet de faire un site internet, pour commercialiser des chèques cadeaux. Et les commerçants continuent à faire de l'animation, mais ils sont allés plus loin. Donc pour moi, l'avenir des unions commerciales, c'est de muter vers ce type de structure. Et comment, effectivement, la collectivité, alors peut-être plus les mairies ou les villes, comment elles peuvent accompagner ces démarches de manière plus structurée, du coup, comme Montfort-sur-Meuse? Oui, tout à fait. Comme à Montfort-sur-Meuse, c'est-à-dire qu'il faut que la collectivité se mette autour de la table avec les commerçants. Et ce n'est pas simplement un échange de subventions, mais voilà, on avance ensemble exactement comme un office de tourisme. Exactement. Donc, on a Laurent Michel qui nous envoie un petit message en même temps et qui rappelle l'importance de prioriser la centralité par l'urbanisme. Et donc, rappelle que le taux de vacances a baissé effectivement par rapport à leur politique de centralité. Tout à fait, complètement. Alors, concernant la seniorisation de la population, alors, est-ce que cette population n'est pas sujette à la sédentarité par rapport aux aléas de la vie qui rendraient plus volatile la clientèle? Non, la senior économie, oui, la clientèle est de plus en plus volatile, mais on a compris pourquoi elle était volatile. C'est parce qu'il y a une multiplicité d'offres. Donc elle est volatile pour ça. Est-ce qu'il y a de la sédentarisation de la senior économie? Les seniors sont en train de changer beaucoup, ils sont beaucoup plus mobiles. Donc je pense que là où les seniors étaient avant une clientèle captive et importante, elle sera toujours importante demain, mais elle sera moins captive. Donc il faudra être un peu plus dans la conquête pour les capter. D'accord. On a une commerçante qui s'interroge sur la manière de communiquer sur l'écologie au sein de son commerce. Est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit dire aux consommateurs clairement qu'on a des labels? Comment on met en avant la nature et le progrès à travers nos produits? Ouais, la valorisation des labels va être extrêmement importante, ça c'est essentiel. L'explication des labels, et puis l'explication d'où vient le produit au-delà du label. Il y a la question du label qui est une chose, mais d'expliquer d'où vient le produit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière le label et comment vous sélectionnez vos produits. Ça c'est important. Mais il ne faut pas hésiter à faire une petite vidéo pour expliquer, tiens voilà, moi j'ai fait le choix parce que je crois à ça. Parce que souvent le type, je ne sais pas dans quel domaine est cette commerçante-là, mais oui, il faut le communiquer, il faut de l'information, il ne faut pas hésiter même dans le point de vente à mettre, pendant que les clients font la queue, une petite vidéo, un petit écran qui explique, un petit iPad qui vient expliquer pourquoi tel produit, etc. C'est essentiel. Et de cultiver une différenciation par rapport à ça. Tout à fait. Je pense que pour les questions, en tout cas, si vous en avez là sur le site internet, n'hésitez pas à les poser. Je pense qu'on a peut-être balayé une grande partie des interrogations et par message aussi, il me semble. En tout cas, ça paraît très clair pour l'ensemble de ceux qui ont pu voir la conférence. Bon, je pense qu'on a balayé un grand nombre d'informations. Et donc, Monsieur Lestou, merci en tout cas pour ces chiffres, pour ces clés de compréhension et les échanges que nous avons pu avoir, qui nous permettent forcément de nous repenser et nous amènent nécessairement à une réflexion sur nos modes d'organisation. Donc, merci pour votre intervention. Comme le disait Charlène tout à l'heure, effectivement, la vidéo de la conférence sera de nouveau consultable au besoin pour tous ceux qui n'auraient pas pu participer ce matin.
Alors peut-être avant de vous quitter, je me retourne vers Charlène. Pas d'autres questions? Alors, c'est pas une question, c'est un message de remerciement sur la clarté des informations qui ont été données et comme quoi la conférence était très intéressante. C'est toujours. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, merci beaucoup en tout cas et à bientôt. Très bientôt. Et puis bonne réouverture à tout le monde. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.